Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Viviane Tettelbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise et également échevine du commerce à XL. Tout d'abord, une réaction à ces réactions en chaîne ce week-end de deux ministres et secrétaires d'État NVA contre UNIA. Et vous avez peut-être été surprise d'entendre ces attaques contre UNIA. UNIA, c'est le nouveau nom du Centre pour l'égalité des chances. Il y a par exemple eu Zuhal Demir, qui est la nouvelle secrétaire d'État à l'égalité des chances, qui se demande pourquoi UNIA est si obsédée par des discours sur le père Fouettard, alors que d'autres vrais problèmes demeurent. Ce n'est plus un Centre pour l'égalité des chances, dit Demir, mais c'est celui de la polarisation. Et la ministre flamande Lisbeth Homans, elle, notamment dans la presse ce matin, a indiqué que UNIA est partiale, UNIA ne défend qu'un groupe, les étrangers, les allochtones pour elle. Alors, pourquoi s'attaquer comme ça à UNIA? Et d'abord, est-ce que vous défendez UNIA ou est-ce que vous défendez les femmes ministres de la NVA? Mais je ne défends personne. Je pense que ce n'est pas mon rôle de défendre l'un ou l'autre. Je pense que le Centre pour l'égalité des chances UNIA aujourd'hui, effectivement, s'attaque aux discriminations. Et donc les populations étrangères sont plus souvent victimes de discriminations. On a envie de dire, ça coule presque de source, puisqu'ils sont discriminés, que ce soit par rapport au logement, par rapport à l'emploi, par rapport à différentes choses. Donc c'est une situation qui est difficile. Donc c'est normal qu'ils poursuivent. Après, je pense que le Centre pour l'égalité des chances ne poursuit pas suffisamment d'autres problèmes, comme le problème de l'antisémitisme ou le problème de discrimination par rapport à des comportements en termes d'égalité homme-femme. Et donc, il y a effectivement des critiques à faire. Moi, j'en fais depuis de longues années. J'ai eu régulièrement des coups de gueule, comme on dit, par rapport à le fait qu'effectivement, il semble beaucoup plus insensible et parfois pas du tout assez proactif par rapport aux problèmes d'antisémitisme, même d'homophobie. Et donc ça, c'est vrai, c'est un regret, c'est un constat. Parce que quand même, quand on regarde le bilan de ce qu'ils font, ils s'attaquent aussi aux discriminations, handicapés, homophobie, antisémitisme, quand même. Là, vous trouvez qu'ils ne s'y attaquent pas assez? Oui, je pense qu'ils ne s'y attaquent pas assez, surtout quand les faits sont issus de la partie de la population d'origine immigrée qui sont eux-mêmes victimes. Et donc, condamner une population victime de discrimination lorsque elle est auteure de discrimination semble être difficile pour le Centre pour l'égalité des chances. Et je pense aussi qu'ils ont un manque de sensibilité ou de culture par rapport à ce que représente l'antisémitisme, cette forme particulière de haine. Ce n'est pas un racisme comme un autre. Et donc, on sent bien là que, par exemple, lorsqu'il y a 5 ans, dans le journal local de Sven Krant, il y a eu un article plein de préjugés antisémites. Le centre, à l'époque encore Centre pour l'égalité des chances, UNIA aujourd'hui, a dit qu'il n'y a pas d'incitation à la haine. Alors, si les préjugés antisémites ne sont pas une incitation à la haine, il faut expliquer en quoi et comment, parce que ça, c'est difficile à comprendre. Très souvent aussi, ils ne réagissent pas de manière spontanée. Ils vont suivre lorsqu'il y a des dépôts de plainte avec des associations qui se portent partie civile, mais c'est pas eux, par exemple. contre Dieudonné, par exemple, mais aussi contre le centre à Sabine, mais aussi contre à différentes reprises. Ils ne vont pas être proactifs. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Alors, une des critiques c'est aussi, grave même, en fait. Mais une des critiques de l'ENVA, ils vont un peu plus loin, ils disent qu'il faut régionaliser UNIA. Non, je ne vois pas en quoi une régionalisation aiderait à résoudre ces problèmes-là. Je pense qu'il faut peut-être une autre approche. Il faut peut-être aussi un changement de la loi de 81 à ce stade-ci pour permettre d'avoir une autre approche par rapport à certains délits et certaines discriminations. Je ne vois pas en quoi une régionalisation résoudrait le problème. Alors, vous êtes présidente du Conseil des femmes francophones. Le 8 mars, ce sera la journée de la femme. Est-ce qu'il y a encore de la lutte à faire au niveau des discriminations face aux femmes? Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Effectivement, oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas d'égalité. L'égalité, elle n'existe encore nulle part entièrement, ni en Europe, ni en Belgique, ni ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est un constat chiffré facile à se rappeler. C'est nulle part 100% d'égalité.
Maintenant, il y a des comportements sexistes, il y a des problèmes de harcèlement, les problèmes de violence faites aux femmes, le problème du fossé qui se creuse en termes d'inégalité de pension, la précarité. Il y a énormément de problèmes aujourd'hui et malheureusement, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment abordés. Et même si une journée symbolique comme le 8 mars permet de rappeler ces problèmes-là, les discriminations et les problématiques, ce n'est pas suffisant. Et donc c'est vraiment un problème de société. Les femmes sont la majorité de la société qui devrait attirer plus l'attention des politiques et des médias. C'est pour ça qu'on en parle dès le 27 février aujourd'hui. Absolument, c'est magnifique. Alors, vous êtes une femme politique. Est-ce que, au niveau politique, ça se passe mieux, l'égalité homme-femme? D'abord, en termes pas de mandat, mais de rémunération, ça c'est complètement égalitaire, là. Oui, tout à fait. Alors, en termes de rémunération, tout ce qui est public est égalitaire. Oui. Après, il y a les avancements, il y a les postes de responsabilité qui sont donnés, il y a les avantages qui sont octroyés, il y a la voiture. Les femmes vont plus facilement demander une demi-journée de congé supplémentaire plutôt que la voiture. Le chef de service ou de l'entreprise va plus facilement donner une grosse voiture à un homme qu'à une femme. Ce sont des petites choses comme ça qui font qu'au total, la rémunération ne sera pas la même et les chances d'avancer dans une société, qu'elle soit publique ou privée, ne sont pas les mêmes non plus. Alors, restons dans le public et de la nouvelle gouvernance. Oui. Vous avez présidé Brutélé jusqu'à fin 2012 et Nathalie Gilson, qui est la présidente bruxelloise actuelle de Brutélé, a annoncé la semaine dernière qu'on allait supprimer 129 mandats chez Brutélé. Pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt ? Oui, c'est une bonne question. Alors moi, quand j'étais présidente de Brutélé, je dois dire que nous étions surtout préoccupés par la fusion par absorption avec Tecteo devenu Netis, que nous avons bloqué, et donc devenu Publifin. Oui, enfin, Netis et Publifin. Netis, oui. Publifin. Et donc, en fait, c'était surtout un combat à ce niveau-là. Au niveau de Bruxelles, nous avons, par exemple, là, j'ai fait faire attention que les suppléants ne soient jamais présents et rémunérés, ou présents mais pas rémunérés quand les effectifs, les administrateurs effectifs étaient présents, ce qui n'était pas la même chose du côté wallon. Enfin, il y a des règles de bonne gouvernance qui ont évolué, qui se sont améliorées pendant que j'étais présidente, mais c'est vrai que l'essentiel du travail, et on voit maintenant qu'à juste titre, était quand même concentré sur la gouvernance par rapport à cette fusion par absorption où les communes auraient perdu leur réseau, leurs dividendes et en plus se seraient retrouvées dans un système de gouvernance qui laisse à désirer. Aujourd'hui, la transparence, la limitation des mandats, ça devient prioritaire, on s'en rend bien compte. Et, il y a des décisions au niveau des partis, notamment au niveau du MR. Et puis il y a cette idée qui court à Bruxelles, avec tant du côté socialiste que du côté écologiste et ailleurs, de dire un mandat, une personne, donc pas de cumul de mandats. Alors vous êtes député et Echevin. Demain, quand il faudra choisir, qu'est-ce que vous choisirez ? Je ne sais pas. Sincèrement, c'est une question, voilà, j'ai le temps de me la poser. Ce sont deux mandats qui sont très complémentaires, pour vous dire la vérité. Moi, je suis par exemple échevine de la propreté. Je préside la commission environnement au Parlement bruxellois où on discute de la propreté. Je peux amener des thématiques qui sont en lien. Donc, c'est pas absurde, cette manière de travailler sur ces dans ces deux mandats. Maintenant, s'il faudra choisir, ben, voilà, j'évaluerai. C'est vrai que d'être dans un exécutif, ça pose de magnifiques défis. Ça permet de mettre en place des choses et des choses dont je suis très fière. Après, les thématiques régionales, ce sont des combats pour des valeurs qui me tiennent fort à cœur aussi. Donc voilà, si un jour il faudra choisir, je choisirai comme tout le monde. Ceci dit, je pense qu'il faudra quand même faire très attention aussi à faire en sorte que ce qui se passe pour l'instant chez Publifin ne puisse pas se reproduire et démonter le système qui existe. Et ça, ce n'est pas à travers le cumul des mandats député Echevin ou député bourgmestre qu'on va résoudre ce problème-là. Donc, il ne faudrait pas s'attaquer à une chose pour en couvrir une autre. Non, mais on parle de cumul, mais on parle de transparence aussi. Bien sûr. Et s'il faut aller vers le décumul, j'ai aucun problème avec ça. Alors, en matière de commerce, puisque vous êtes échevine du commerce, vous avez décidé qu'il fallait mettre en ordre les commerces de Matongué. Et c'est pour bientôt, c'est pour après-demain. Alors, que doivent-ils faire, ces commerces ? Alors, c'est une action qu'on a entreprise avec la bourgmestre, bien évidemment. Donc, on a mis en place des ateliers fin décembre et mi-janvier
pour permettre aux 58 commerces structurés en ASBL, ce qui est totalement illégal, de venir et pendant ces ateliers, il y avait les différents services communaux, mais aussi l'AFSCA, l'auditorat du travail, la police, etc., pour répondre aux différentes questions, pour permettre à ces ASBL de se mettre en ordre. Donc de devenir des sociétés commerciales. Des sociétés commerciales, absolument. Et donc nous avons fait ces 2 ateliers. Ensuite, il y a eu des contacts avec le service commerce pour ceux et celles qui ne s'étaient pas présentés à aucun des ateliers. Et maintenant, il reste une dizaine d'ASBL qui n'ont toujours pris aucun contact. Et donc, la bourgmestre leur a réécrit en disant, ben voilà, à partir du 1er mars, il y aura des contrôles. Alors, si vous pouvez prouver que vous êtes en train de mettre les choses en ordre et que c'est pour très bientôt, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je pense qu'elle décidera de sévir et de décider de la fermeture de certains commerces qui continueront sous cette forme illégale d'ASBL. Donc, ce message est clair, mettez-vous en ordre ou sinon c'est la fermeture. Mais les commerçants ont des temps difficiles pour l'instant. Hein. On va prendre l'exemple de ceux des Galeries Louise, où là, vous avez décidé de taxer les commerces vides, parce qu'il n'y a pas assez de commerces dans ces Galeries Louise. Il n'y a pas de projet. Pourquoi ne pas faire un projet Galerie Louise? C'est le propriétaire qui n'en veut pas? Alors, le propriétaire a peut-être un projet en tête. En tout cas, nous, ça fait 2-3 ans qu'on qu'on a des contacts avec lui. On en a eu 1 ou 2. Chaque fois, il dit qu'il va réhabiliter la galerie, la rénover et mettre en place un projet pour redynamiser. Il faut dire qu'on ne voit rien venir. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait agir parce que les commerces qui restent, quand il n'y a plus de passage, ben, ils vont péricliter aussi. Et lui, il est le propriétaire GH Group, est propriétaire dans certaines parties de la galerie à 70% des commerces. Donc, on a relevé 63 commerces vide à l'abandon. Et donc, c'est clair que ça crée une dynamique, enfin, ça tue toute une dynamique, ça crée effectivement une atmosphère très négative. Donc, j'ai décidé, et le collège a décidé de taxer GH Group parce que, pas pour faire entrer des sous dans les caisses, très sincèrement, mais pour essayer à travers ce levier de dire, ben voilà, réagissez, mettez-vous en règle, réhabilitez les commerces, rénovez la galerie et repartons dans un sens positif. Très bien. Vous demandez donc aux commerçants de se remettre en règle de manière générale, mais qu'est-ce que vous faites pour les commerçants qui, eux, sont gênés par des travaux, par des chantiers, par des problèmes de mobilité? Il faut faire quelque chose pour eux, là. Alors, tout à fait. Alors ça, malheureusement, ce n'est pas la commune qui peut le faire, c'est évidemment une décision régionale. On a rencontré le ministre Gozouin récemment qui a réuni tous les échevins des 19 communes, des échevins du commerce des 19 communes. Nous pensons qu'il faut une manière de dédommager les commerçants de manière beaucoup plus effective. Pas leur demander de fermer en échange de 70 € par jour, parce que ce n'est pas ça qui va régler leurs problèmes. Moi, je dois vous dire que comme échevine du commerce, pour l'instant, je fais beaucoup d'accompagnement de chantier. Finalement, ce n'est pas mon rôle, mais quand on voit comme ils souffrent, soit des travaux qui durent parfois 1 an pour réhabiliter le réseau des égouts, quand on voit les différents travaux qui sont parfois pas coordonnés avec des barrières qui restent très longtemps en rue sans que les chantiers ne soient vite nettoyés après les travaux, c'est vrai que les commerçants souffrent. Maintenant, ce n'est pas une raison. Et pour nous, de fermer les yeux sur des situations d'illégalité, comme le commerce déloyal à travers les ASBL, puisqu'ils ne payent pas d'impôts, de taxes. Mais il faut les aider quand ils sont et ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de réhabiliter, par exemple, la galerie pour permettre à ceux qui sont là de survivre correctement. Mais il faut les aider. Merci Viviane Tettenbaum. Demain, je recevrai Guy Van Engel. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.